Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le corrigé du bilan de ce que l'on a appris dans la playlist que j'ai appelée Débuter la programmation par JavaScript. Alors, ce bilan, on l'a fait avec un quiz. Et ce que je fais là, c'est le corrigé vidéo de ce quiz. Alors, dans le quiz, on a un certain nombre de compétences à valider. Vous les voyez ici. Et pour ça, on répond à des tests de validation. Le nombre de tests de validation pour une compétence est variable. Alors, on y va. Faire le quiz. On démarre. Donc, la première compétence, c'est comprendre à quoi sert la console. Alors, il faut comprendre que les tests se font dans le contexte du tuto. D'accord? Alors, à quoi nous a servi la console du navigateur? Alors, à configurer le navigateur, c'est pas la bonne réponse. À communiquer avec l'interpréteur JavaScript du navigateur, c'est la bonne réponse. Vous vous souvenez qu'on lui a soumis des instructions directement en console. Alors, cochez là où les différentes façons d'utiliser la console. Donc, on a exécuté une instruction JavaScript directement dans la console. Ça, je viens de le dire. Et on a exécuté un script dans le navigateur et on a eu les traces dans la console. Donc là, on vient de valider la compétence comprendre à quoi sert la console et maintenant on passe à comprendre les variables. Alors, à quoi sert une variable? Alors, on a vu que ça servait à mémoriser une valeur. On a vu qu'on lui donnait un nom à cette valeur. Et on a vu aussi qu'on pouvait réutiliser la valeur. On a même passé la valeur dans des consoles log. Alors maintenant, doit-on déclarer une variable? Alors oui, la réponse est oui, et c'est impératif. Alors si vous ne la déclarez pas, ça marche quand même, mais ça ne va pas s'exécuter de la même manière, et ça peut créer des bugs. Alors de quoi se sert-on pour donner une valeur à une variable? Alors d'une égalité ou d'une affectation. Je dis ou puisque vous voyez ici que ce cercle-là symbolise des radio-boutons. Donc on n'a qu'une seule réponse possible. Donc on se sert d'une affectation. Alors une affectation nous permet d'écrire x égale x plus 1. Une égalité ne nous permet pas d'écrire ça. En tous les cas, on peut toujours l'écrire, mais c'est une équation qui n'a pas de solution. Ok? On passe au test suivant. Quelle est la différence entre ces deux variables? Alors, elles n'ont pas la même valeur. Oui, ça, bien sûr, on le voit. Alors, elles n'ont pas le même type. Ben, bien sûr, elles n'ont pas le même type. Ici, vous avez une variable qui est une chaîne de caractères, qui est entourée ici par des doubles cotes, des guillemets, si vous voulez. Et ici, vous avez un nombre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est vraiment important, c'est que les opérations qu'on peut faire sur ces deux types de variables ne sont pas les mêmes. Vous pouvez diviser, multiplier un nombre, vous ne pourrez pas diviser ou multiplier une chaîne de caractères. Donc ça c'est important, avec le type de la variable, va les opérations et les opérateurs que l'on peut utiliser. Donc je vais cocher ça. Alors on a terminé comprendre les variables, on va passer à comprendre le test conditionnel. Alors qu'est-ce qu'une condition d'abord? Alors une condition, c'est une opération. Une condition, c'est une comparaison. Vous vous souvenez qu'on a comparé dans le tuto la valeur 50 à 0, c'était la valeur du bénéfice. Donc c'est une comparaison. Une comparaison renvoie un résultat qui est soit true, soit false. Alors true, c'est lorsque le résultat est vrai. C'est lorsque la condition est vraie, si vous voulez. Et false, c'est quand la condition est fausse. Alors une condition peut dans certains cas ne rien renvoyer. Ben ça, il ne faut pas le cocher. C'est pas nécessaire. Alors que fait un test conditionnel? Alors il évalue une condition. Ça, on prend. Il exécute un bloc de code si la condition est true. On prend. Il exécute un autre bloc de code si la condition est false. On prend aussi. Alors, il n'exécutera jamais les deux blocs pour une condition donnée. Hein. Il passera pour une certaine condition dans un bloc et pour une autre condition dans l'autre bloc.
Alors, on a terminé comprendre les textes conditionnels, on va passer à comprendre les fonctions. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Alors, une fonction, je vous l'ai présentée comme une sorte de boîte qui contient des instructions. Comme une sorte de boîte qui va contenir un calcul, un traitement, voire une fonctionnalité du logiciel. Alors, fonctionnalité, fonction, évidemment, il y a une relation. Donc, je veux dire par là que une fonction doit, le plus souvent, englobe une fonctionnalité du logiciel et qu'une seule fonctionnalité du logiciel. En général, une fonction, elle fait quelque chose, une chose. Elle n'en fait pas deux, trois. Et on découpe notre logiciel en fonctions. Alors c'est aussi une sorte de boîte qui prend des informations en entrée, qui retourne un résultat. Ça aussi, je vous ai même fait un petit schéma. Alors on peut toutefois très bien faire une fonction qui ne prend rien en entrée, qui ne retourne pas de résultat. C'est pas interdit. Par exemple, on peut faire une fonction qui affiche bonjour. Aucune info en entrée, aucune info en retour. Bon, mais ça affiche bonjour. On va pas loin avec ça. Alors maintenant, comment utilise-t-on une fonction? Alors on doit d'abord déclarer la fonction. Oui, on déclare qu'une seule fois la fonction, oui. Ensuite, on appelle la fonction. On peut l'appeler plusieurs fois, on n'est pas obligé, mais on peut l'appeler plusieurs fois. Je serais tenté même de dire qu'elle est faite pour ça, même si ce n'est pas systématique. Prenez par exemple le cas d'une fonction qu'on va appeler démarrer, et qui va démarrer le logiciel. Elle sera appelée une seule fois, mais elle encapsule une fonctionnalité de démarrage du logiciel. Alors notez au passage la bonne manière de donner un nom à une fonction. On utilise souvent un verbe à l'infinitif qu'on associe à un nom. Par exemple, calculer bénéfice ou démarrer logiciel. D'accord? Alors attention, pas d'accent. À chaque fois je dis démarrer, je ne vais pas dire demarrer. Donc vous comprenez qu'il ne faut pas d'accent et qu'on ne met que les lettres de l'alphabet. Alors ensuite, quel mot réservé doit-on utiliser? Alors fonction ou function? Alors on doit utiliser function. Je vous le dis parce que moi cette bêtise je l'ai fait. Mais bon, il y a longtemps, il y a prescription. Alors un mot réservé dans un langage, c'est un mot que vous ne pouvez pas utiliser, par exemple pour le nom d'une variable. Vous ne pouvez pas utiliser var, if, else, function. Ça s'appelle des mots réservés et pas des mots-clés. Les mots-clés, c'est pour les moteurs de recherche. Alors, comment s'appellent les informations que l'on donne au moment de la déclaration d'une fonction? Alors, moi, je vous ai dit que j'allais appeler ça les paramètres de déclaration. Alors, il y a d'autres façons d'appeler ça. Pour les paramètres de déclaration, on peut utiliser les paramètres formels. On peut utiliser tout simplement les paramètres. Donc ça, je ferai un petit bilan dans les tutos qui suivront. Pour le moment, je dis paramètres de déclaration, c'est plus explicite. Alors, comment s'appellent les informations que l'on donne au moment de l'appel d'une fonction? Eh bien, au moment de l'appel, ce sont les paramètres d'appel. On utilise aussi paramètres effectifs ou arguments. Alors, comment la fonction renvoie-t-elle une information, par exemple le résultat d'un calcul? Alors, il faut utiliser l'instruction return suivi du résultat. Bon, bah oui, là je coche, donc forcément c'est pas l'autre. Le résultat n'est pas automatiquement retourné à la fin de la fonction. Ça, c'est sûr. Alors, quelle est la portée de la variable calcul? Alors, la variable calcul ici, elle est déclarée dans la fonction. D'accord? Donc, sa portée est locale à la fonction. Alors, vous avez validé la compétence comprendre des fonctions. On va passer à la compétence comprendre les tableaux. Alors, on peut dire d'un tableau que c'est une variable avec plusieurs cases mémoire. C'est comme ça que je vous l'ai présenté. Et que chaque case est numérotée. C'est exactement ce que je vous ai dit. Alors, en JavaScript, toutefois, un tableau, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on le verra dans le niveau suivant.
déclarer un tableau vide BNF comme dans le tuto sur le tableau. Donc là, il faut taper. Hein. Donc var BNF, j'avais mis un S, égale, crochet ouvrant, crochet fermant, et je mets le point-virgule. Dans les TD, je vous expliquerai où il faut mettre des points-virgules et où il ne faut pas. Donc la réponse est bonne. Je passe au test suivant. Affecter la case d'indice 1 de BNF à 20. Donc BNF égale 20. Et je mets le point-virgule. Alors, bien entendu, j'ai oublié un truc. La case 1, il va falloir aller la sélectionner. Et pour ça, qu'est-ce que je fais là? Et pour ça, je mets les crochets. Bien. Validez la réponse. Passer au test suivant. Donc, on a validé la compétence comprendre les tableaux. Maintenant, on va passer à la compétence comprendre la boucle for. Alors, à quoi servent les instructions qui sont placées dans le cadre blanc, ici? Alors, ces instructions, elles servent à contrôler la boucle. Ça, je vous l'ai dit. Pour cela, on se sert d'un indice de boucle. Donc, on va gérer l'indice de boucle. OK. Pour cela, à gauche, on précise une valeur initiale de l'indice de boucle. Au centre, on met une condition qui précise la valeur maximale. Et à droite, alors, ce que je n'ai pas dit dans le tuto, c'est que la condition est évaluée à l'entrée de la boucle. Hein. Et à droite, on précise comment va évoluer l'indice de boucle. Donc ici, on dit I++. Donc je coche aussi. Et l'incrémentation, on l'a fait à la fin de la boucle. Donc il faut tout cocher. Et là, je vous reprécise tout ce que je viens de vous raconter. Là. Alors maintenant, sachant que bnf.length vaut 3, bnf.length c'est ici. Combien va-t-on faire de tours de boucle? On compte sur les doigts. Hein. Pour i égale 0, il est inférieur à 3, j'en fais 1. Pour i égale 1, inférieur à 3, j'en fais 2. Pour i égale 2, strictement inférieur à 3, j'en fais un troisième. Et pour i égale 4, il n'est pas strictement inférieur à 3, donc je ne vais pas le faire. Donc je vais faire 3 tours de boucle. OK? Voilà, vous avez validé la compétence comprendre la boucle for. Le quiz est terminé. Le corrigé de ce quiz est terminé. Vous pouvez passer maintenant au TD. C'est évidemment dans les TD que vous allez réellement apprendre. Je vais vous donner encore plus d'infos dans les TD que dans les tutos de cours. Et vous apprendrez très vite dans les TD car vous vous y êtes très bien préparé en faisant du cours et un bilan. Vous arrivez avec des connaissances en tête. Alors toujours pareil, si vous appréciez, alors partagez, likez et pour être prévenu, abonnez-vous. Salut et à bientôt.